I smacked him on the head after. You shot who on the head after? Engaged and Jay. Mom engaged, then Jameson. Dans cette vidéo, je parle du meurtre de 4 personnes, dont un enfant et un bébé. Je mentionne également des faits d'inceste, de violences sur mineurs, de suicide et d'automutilation. Si ce sont des thèmes qui vous touchent particulièrement, il est encore temps de quitter la vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre affaire. Rissa est une Américaine née le 28 juillet 1981 dans la ville de Charleston, en Virginie-Occidentale, un état dans lequel elle passera toute sa vie. Rissa a eu une vie plutôt mouvementée puisqu'elle a 3 garçons de 3 pères différents. Notre histoire se déroulant fin 2020, Rissa est âgée de 39 ans et son aîné, Gavin, de 16 ans. Le papa de Gavin est un policier qui a abandonné Rissa et son fils alors qu'il n'était âgé que de 1 an et il n'a plus jamais eu de nouvelles depuis. Gavin est décrit par ses proches comme un garçon responsable qui adore jouer aux jeux vidéo. Rissa a eu un second fils qu'elle a appelé Gage en 2020, donc au moment de notre affaire. Gage est âgé de 12 ans et c'est un garçon qui adore jouer au football. Ses amis disent de lui que c'est un garçon gentil qui est toujours là pour écouter les problèmes des autres et tenter de les aider du mieux qu'il peut. Son grand frère Gavin lui a transmis son intérêt pour les jeux vidéo, mais ce que Gage aime avant tout, c'est d'être en extérieur. Je vous ai dit qu'il aimait jouer au football, mais il aime également nager et surtout faire du tir à l'arc. C'est un sport dans lequel il excelle puisqu'il a gagné de nombreux prix dans ce domaine. Quand il est à la maison et pas sur son ordinateur, eh bien, il adore faire des constructions avec ses Legos et préparer des cookies. Gage, lui non plus, n'a pas de nouvelles de son papa. C'est un homme qui est recherché par la police, donc ils n'ont absolument aucune idée d'où il se trouve. Et en 2020, ça fait déjà plusieurs années que Gage ne sait pas où est son père. Rissa rencontre finalement celui qu'elle va considérer comme l'homme de sa vie en 2016, un homme qui s'appelle Daniel et qu'elle épouse en été 2019 et ensemble ils auront un 3e fils, un petit garçon qui s'appelle Jameson et qui donc au moment de notre histoire est âgé de 3 ans. Jameson, c'est un petit garçon que tout le monde trouve rigolo, il adore faire des grimaces pour faire rire ses proches, et puis sinon sur son temps libre, eh bien, il aime regarder les dessins animés Pat' Patrouille, dont il est hyper fan, et passer du temps avec Gage à faire des châteaux en Lego. Daniel, donc le papa de Jameson et mari de Rissa, est âgé de 37 ans au moment des faits, il est né le 4 novembre 1983 à Cumberland et c'est un ancien militaire, donc un militaire à la retraite qui s'est reconverti en gardien de prison. Sur son temps libre, il aime nager, il aime cuisiner, il aime passer du temps en famille et il considère Gage et Gavin, qui finalement n'ont pas réellement de papa, comme ses fils, donc il passe du temps avec ses 3 fils dès qu'il en a l'occasion. Il a également une fille d'une précédente union qui s'appelle Tristine, j'ai pas beaucoup d'informations sur elle, mais de toute façon, Tristine, on va pas en parler dans cette histoire, elle vit avec sa maman, elle ne vit pas avec cette famille-là. Daniel fait également du bénévolat pour l'association des Lions. Alors c'est une association qui à la base a été créée pour aider les personnes malvoyantes, pour améliorer leur prise en charge dans les hôpitaux, améliorer leur qualité de vie, etc. Mais aujourd'hui, ils se sont diversifiés, ils font beaucoup de choses. Ils sont notamment présents en cas de catastrophe naturelle, ils proposent des camps de vacances pour les enfants, enfin vraiment beaucoup de choses et Daniel est très investi dans cette association. Pour finir, on a bien sûr Rissa, je vous ai pas dit grand chose sur la mère de famille, eh bien il faut savoir qu'elle est femme au foyer et qu'elle prend son rôle très à cœur. Elle adore passer du temps avec ses enfants et c'est une excellente cuisinière. Elle est particulièrement douée pour faire des gâteaux qui sont aussi beaux que bons et qu'elle amène à chaque occasion. Rissa, elle est décrite par ses proches comme une femme gentille, positive, prévenante, qui essaye toujours de faire en sorte que tout le monde soit heureux, que tout le monde se sente bien. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres et qui a un grand cœur. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec la famille, eh bien sachez que derrière les murs de leur maison d'Elkview, un petit village situé non loin de Charleston, donc toujours en Virginie-Occidentale, eh bien l'aîné de la fratrie, Gavin, souffre en silence. Du haut de ses 16 ans, Rissa et Daniel font peser de lourdes responsabilités sur l'adolescent, puisque depuis la naissance de Jameson, c'est Gavin qui s'en occupe.
Gavin dort dans le même lit que son petit frère, c'est lui qui le nourrit, c'est lui qui l'habille, c'est lui qui joue avec lui toute la journée. Il utilise même tout son argent de poche pour acheter des affaires à son petit frère et ça va tellement loin que Jameson est persuadé que Gavin est son père. Il l'appelle papa. On pourrait alors penser que Gavin était considéré comme quelqu'un de responsable et de digne de confiance par sa famille, mais ce n'est pas le cas puisque dès que Daniel et Rissa s'absentent, ils ferment tous les placards à clé, ils ont mis des cadenas sur les placards et ils ont même cadenassé le frigo. Gavin est petit à petit devenu le souffre-douleur de son beau-père Daniel. Daniel le frappe dès qu'il en a l'occasion, dès que Gavin s'oppose à lui, dès que Gavin refuse de faire quelque chose, dès que Gavin fait quelque chose de mal à son sens, eh bien il le frappe. Et le problème c'est que jusque-là, Gavin trouvait un échappatoire dans les cours. En fait, quand il se rendait au lycée, c'est là qu'il se sentait bien et qu'il pouvait finalement échapper à cette violence. Mais depuis le Covid, il est obligé de rester enfermé toute la journée avec son bourreau. Et Gavin se sent de plus en plus mal à mesure que la violence s'intensifie. Gavin le frappe très violemment, il lui met des coups de poing à l'entrejambe, il lui met des coups de poing dans le ventre, il lui met des coups de poing dans le visage. Gavin a souvent des bleus partout sur le corps, des cocards, et il fait tout ça en riant, sous le regard approbateur de Rissa qui ne fait absolument rien pour défendre son fils et qui, elle aussi, le frappe à l'occasion. Daniel monte également Gage, donc le petit de 12 ans, contre son frère Gavin, puisqu'il lui arrive parfois de maintenir Gavin et de dire à Gage qu'il peut le frapper, ce que Gage fait. Donc les deux frères sont également en conflit par rapport à ça, ils ne s'entendent pas. Et Gavin passe alors tout son temps avec Jameson, son petit frère de 3 ans, qui finalement est le seul qui lui apporte un peu d'amour et de réconfort dans son foyer. Gavin tombe dans la dépression, il se met à s'automutiler, il essaye d'en parler à sa maman, de lui dire à quel point il se sent mal, mais Rissa lui répond qu'il cherche simplement à attirer l'attention, que c'est pas des réelles automutilations, qu'il a juste fait ça pour faire parler de lui. Donc Gavin n'a vraiment aucun soutien, et en plus de trouver du réconfort auprès de Jameson, son petit frère, eh bien il en trouve également auprès de sa petite amie, une fille d'1 an de plus que lui qui s'appelle Rebecca Walker. Rebecca et Gavin se sont rencontrés au lycée et se sont rapidement rapprochés. Ils ont des points communs puisque Rebecca est également quelqu'un de très triste. Elle a perdu la plupart de ses affaires lors d'une inondation en 2016 et sa maman vient tout juste de décéder. Elle était très proche de sa mère, donc elle souffre énormément et elle aussi trouve beaucoup de réconfort dans sa relation avec Gavin qui est là pour l'écouter et pour passer du temps avec elle. Au début, tout se passe super bien entre les deux ados. Rebecca a même présenté Gavin à son père et Gavin a carrément été dire au père de Rebecca qu'il la considérait comme la femme de sa vie, qu'il comptait avoir des enfants avec elle. Donc vraiment, il est très investi dans cette relation et le père de Rebecca l'accueille chez eux sans aucun souci jusqu'au jour où Gavin va avoir une attitude plutôt étrange et tout va basculer. En effet, le papa de Rebecca explique à Gavin qu'il va devoir quitter la maison avec sa fille puisqu'elle a un rendez-vous médical et qu'il doit l'y emmener. Et il dit à Gavin qu'il préfère qu'il quitte les lieux et qu'il n'a pas forcément envie qu'il reste seul chez eux. Or, Gavin refuse. Il reste à l'intérieur de la maison, contre l'avis du père de Rebecca. C'est vraiment très bizarre. Donc forcément, le père de Rebecca, après ça, il le trouve étrange, il a plus confiance en lui et il interdit à sa fille de continuer à le voir. Bon, les ados continuent à discuter en cachette, à essayer de se voir en cachette. À un moment donné, Gavin va même avoir un rendez-vous chez le coiffeur non loin de chez Rebecca. Ils arrivent à se voir en cachette comme ça, mais quand le père de Rebecca l'apprend, il s'énerve énormément. Rebecca a été punie. Enfin, vraiment, son père est complètement opposé à cette relation à partir de ce moment-là. Mais le souci, c'est que c'est la même chose pour la famille de Gavin. Ils ne veulent pas entendre parler de cette Rebecca. Ils ne veulent pas que Gavin la fréquente. De leur côté, on ne sait pas vraiment quelles étaient leurs raisons. Je pense qu'ils en avaient pas. C'était des parents très stricts. Ils avaient l'habitude d'interdire des choses à Gavin. Il avait très peu le droit de sortir. Il avait même pas le droit d'aller voir ses amis en vélo ou quoi que ce soit. Donc c'était plutôt logique qu'ils lui interdisent également d'avoir une petite amie
C'était le type d'éducation qu'il lui donnait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Gavin. Rebecca, c'est la seule personne en qui il a confiance. C'est la seule personne à qui il raconte ce qu'il se passe chez lui. Et le fait qu'on lui interdise de la voir, c'était absolument insupportable pour lui. Alors, Gavin, il a essayé de faire comprendre qu'il allait mal de plusieurs façons. Déjà, comme je vous l'ai dit, en s'automutilant. Mais il a également fugué à plusieurs reprises. Lors d'une de ses fugues, il s'est rendu chez son grand-père, son arrière-grand-père maternel, qui s'appelle Buster, et c'est la seule personne de sa famille dont il était vraiment très très proche, à part son petit frère Jameson. Mais malheureusement, quand les policiers l'ont récupéré chez son arrière-grand-père, eh bien, Gavin n'a rien osé leur dire et il ne s'est pas non plus confié à Buster sur ce qu'il vivait, parce que Buster étant très âgé, il a préféré le préserver. Buster était uniquement au courant du fait qu'il s'occupait seul de Jameson, une situation que lui non plus ne trouvait pas normale, mais il n'était pas au courant des maltraitances. Et en fait, vu qu'il avait aidé, on va dire, Gavin à fuguer, je sais pas s'il l'a aidé à fuguer, mais en tout cas, il l'a gardé chez lui alors que c'est un mineur, donc c'est interdit, eh bien il y a une ordonnance qui a été placée contre lui pour lui interdire d'entrer en contact avec Gavin. Donc Gavin n'avait plus le droit de voir son arrière-grand-père. Bon, si Gavin n'a pas osé se confier à son arrière-grand-père et aux policiers, il a quand même voulu alerter les services sociaux sur ce qu'il vivait. Alors le problème, c'est qu'il n'a pas de téléphone portable, il en avait un, mais son beau-père Daniel a lu ses messages, il a vu qu'il s'était confié sur ce qu'il lui faisait vivre auprès de Rebecca, et ça l'a mis dans une rage folle, il a explosé le téléphone. Donc Gavin est obligé, pour prévenir les services sociaux, d'attendre d'être seul, de trouver un téléphone, de s'isoler dans un coin avec ce téléphone et d'appeler. Et en fait, à chaque fois qu'il a appelé, personne n'a décroché, donc il a lâché l'affaire. On est en novembre 2020 quand pour la première fois, Gavin évoque l'idée de tuer son beau-père Daniel et sa mère Rissa. Et contre toute attente, Rebecca approuve. Elle lui dit que c'est une très bonne idée. En effet, ce qu'elle lui dit, c'est que, à son sens, il n'y a pas d'autre moyen qu'ils soient ensemble. Leurs parents respectifs refusent qu'ils se voient. Quand ils essayent de se voir en cachette, ils se font griller et après ils se font punir. Enfin, concrètement, s'ils veulent pouvoir être tranquilles et se voir quand ils le souhaitent, eh bien, il va falloir tuer les parents de Gavin. En plus de ça, Rebecca les déteste. Elle ne comprend pas pourquoi il refuse que Gavin soit en couple avec elle. Elle n'a rien fait de mal, ils ne la connaissent même pas. Elle a toujours essayé d'être présente pour Gavin, pour lui remonter le moral. C'est une fille, sans histoire, elle a pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit, c'est une fille bien, qui a des bonnes notes à l'école. Donc en fait, pour elle, le fait qu'ils empêchent Gavin de la voir, bien, c'est quelque chose de totalement gratuit. Elle est persuadée qu'il la déteste sans raison. En plus de ça, elle a également vu des photos des marques de coups que Gavin a subies de la part de son beau-père et ça l'a extrêmement choquée. Et elle dit en fait à Gavin que, vu la violence de son beau-père, eh bien ce ne serait pas étonnant qu'un jour il finisse par le tuer. Donc à son sens, le tuer avant qu'il ne tue Gavin, ce n'est pas une mauvaise idée. Le mois suivant, en décembre, Rebecca annonce une bonne nouvelle à Gavin. Sa grand-mère chez qui elle vit va s'absenter pendant plusieurs jours, elle quitte carrément la ville, donc elle va avoir la maison pour elle toute seule et c'est l'occasion rêvée pour que les deux adolescents passent du temps ensemble. Oui, mais voilà, les parents de Gavin ne vont jamais accepter ça, alors Gavin se dit que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, il doit les tuer sinon il ne pourra pas passer du temps avec Rebecca. C'est le 9 décembre que Gavin décide de mettre son plan à exécution. Il attend que Rissa et Daniel soient endormis pour appeler Rebecca en visio. Il lui dit qu'il a peur, qu'il n'ose pas passer à l'acte, et Rebecca l'encourage. Elle lui dit « Allez, vas-y, dépêche-toi, tu peux le faire, vas-y maintenant !» Alors Gavin, encouragé par ces mots, entre doucement dans la chambre de Daniel et Rissa. Il ouvre le tiroir de la commode, il attrape le pistolet de Daniel qu'il range là, et puis il s'approche doucement de son beau-père et l'abat d'une balle dans la tête. Rissa, étonnamment, ne s'est pas réveillée, elle dort toujours. Alors Gavin fait le tour du lit, il s'approche de sa mère et lui tire également une balle dans la tête, à bout portant. Rissa et Daniel sont morts côte à côte.
sans se réveiller, sans se douter que leur fils, Gavin, planifiait leur meurtre depuis plusieurs semaines. Gage, son petit frère de 12 ans, alerté par le bruit, entre à son tour dans la chambre pour voir ce qu'il se passe. Gavin se glisse derrière lui et le tue, lui aussi, d'une balle dans la tête. Gavin, choqué par ce qu'il vient de faire, se rend dans la cuisine et attrape un couteau en se disant qu'il va se suicider avec. Mais finalement, il n'en a pas le courage et en plus de ça, il pense à Rebecca, il n'a pas envie de l'abandonner, alors il pose le couteau sur un meuble et il reprend le téléphone pour expliquer à Rebecca que ça y est, il a tué sa famille. Mais il est en panique totale, il ne sait pas quoi faire, il est perdu, alors Rebecca le rassure. Elle lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, t'as juste à me rejoindre, on va pouvoir passer du temps ensemble, tout va bien. » Elle entend, dans le fond, Jameson pleurer, au moment où les adolescents raccrochent. Gavin reprend le pistolet et se rend dans la chambre qu'il partage avec Jameson. Jameson est caché sous le lit, alors Gavin s'approche du lit, soulève le matelas et tue son petit frère de 3 ans d'une balle dans la tête, lui aussi. Gavin, désormais seul dans la maison avec son chien Gemma, réalise peu à peu ce qu'il vient de faire. Il replace le pistolet là où il l'a trouvé et puis il envoie un SMS à Rebecca qui dit « Bébé, je suis un meurtrier ». Puis un second « J'ai tué Jameson. Je pleure ». Rebecca lui répond alors qu'elle l'a entendu pleurer, ce à quoi Gavin répond « Je lui ai tiré dessus ». Au moment du meurtre, il fait encore jour et la grand-mère de Rebecca n'a pas encore quitté les lieux, donc Gavin enfourche son vélo pour se cacher dans la forêt en attendant la tombée de la nuit. Quand il fait enfin nuit, il pédale jusqu'à chez Rebecca, qui le fait entrer discrètement et le cache au sous-sol. Une fois sûr que la grand-mère est endormie, il rejoint son amoureuse dans son lit et ils attendent tranquillement le lendemain matin que la grand-mère de Rebecca parte. Gavin passe alors ses journées dans le lit de Rebecca ou caché derrière une commode. Je vous mets une photo de sa cachette, il a passé du temps là, pensant certainement qu'on ne le retrouverait pas. Mais le 13 décembre, Timothy, le papa de Rissa, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille, entre dans la maison et fait une découverte qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. La police est prévenue et il ne tarde pas à débarquer chez Rebecca qui au départ leur ment, elle prétend ne pas savoir où se trouve Gavin, mais les policiers ne sont pas dupes et ils retrouvent l'adolescent caché dans la chambre de Rebecca. Les deux ados sont interrogés séparément par la police, d'abord Rebecca et ensuite Gavin, et Rebecca, elle, avoue tout. Oui, c'est bien Gavin qui est responsable des meurtres. Il l'avait planifié en avance, ça faisait plusieurs semaines qu'ils en discutaient par message, et elle l'avait même encouragé en ce sens. Et oui, elle l'a également aidé dans sa cavale. Gavin, quant à lui, nie, alors il est hyper détendu lors de son interrogatoire, c'est assez choquant à voir. Je vous rappelle que quelques jours auparavant, il a abattu toute sa famille de sang-froid, et là, il est en train de rigoler aux blagues des policiers, il est en train de manger un burger avec appétit qu'ils lui ont ramené, il demande des nouvelles de son chien. Ça m'a vraiment marqué parce que sa famille, clairement, on dirait qu'il s'en fiche, mais par contre, il est très inquiet pour l'avenir de son chien, il demande aux policiers ce qu'ils vont faire de lui, si Gemma va bien, enfin voilà, il est très inquiet pour le chien. I don't really like Wendy's fries. Oh, you don't? No. If you guys want, you can have it. Oh, no, I'm good. Donc au départ, ce qu'il va dire aux enquêteurs, c'est qu'il ne sait pas du tout ce qui est arrivé à sa famille. Bon, il ment très mal parce que quand ils lui disent qu'ils ont tous été retrouvés morts, eh bien il n'a absolument aucune réaction. Il dit « Ah bon ?» Et il leur répond alors que Rissa avait pas mal d'ennemis, que certainement un grand nombre d'entre eux voulaient sa mort, donc que c'est pas si étonnant que ça. Donc bon, les policiers savent la vérité, hein, ils ont déjà parlé à Rebecca. Rebecca leur a montré les preuves, ils ont vu les SMS, ils ont tout vu, donc ils savent pertinemment que Gavin est en train de leur mentir, donc ils le cuisinent et Gavin ne tarde pas à tout avouer. Bon, s'il a
aucun mal à avouer le meurtre de Risa, de Daniel et de Gage. C'est un peu plus compliqué pour le meurtre du petit Jameson. Les policiers pensent que c'est le meurtre qu'il a le plus marqué, que c'est même le seul meurtre finalement qui l'a marqué et qu'il regrette, c'est le meurtre de son petit frère de 3 ans. Alors au départ, il explique que c'est Gage qui a tué Jameson parce qu'il ne supportait pas d'entendre ses pleurs. Les policiers lui répondent que ce n'est pas du tout cohérent, donc il change de version. Il explique que Gage a mis un coup de couteau dans le cou de Jameson, que Jameson était en train de se vider de son sang, que de toute façon il allait mourir et qu'il a décidé d'abréger ses souffrances en lui tirant une balle dans la tête. Là encore, les policiers lui disent que ce n'est pas du tout crédible et il finit par avouer être le seul responsable de sa mort. Pour ce qui est du mobile, Gavin lui parle principalement des maltraitances subies. Il explique tout ce que lui faisait subir Daniel, il donne tous les détails à ce sujet et finalement il rend responsable Daniel de tout. Selon lui, c'est même Daniel qui est responsable du meurtre. Il explique que si Daniel ne lui avait pas fait de mal, eh bien il n'aurait absolument jamais fait ça. Il ajoute même qu'il n'avait pas le choix parce que Daniel avait à plusieurs reprises tenté de le tuer et que donc s'il n'avait pas tué Daniel en premier, eh bien c'est lui qui serait mort. Alors je vous ai dit que les coups étaient avérés, ça on est sûr et certain que oui, Gavin était maltraité, oui, Gavin se faisait frapper par son beau-père, mais lors de son interrogatoire, Gavin va encore plus loin puisqu'il accuse son beau-père d'inceste et également de l'avoir menacé avec une arme. Alors ces deux faits-là n'ont jamais pu être prouvés, c'est vraiment juste la parole de Gavin, et Daniel n'étant plus là malheureusement pour se défendre, eh bien c'est une information à prendre avec des pincettes, mais je vous la donne quand même, puisque Gavin, lui, lors de son interrogatoire, a vraiment présenté ça comme une des raisons principales qui l'a poussé à commettre ce meurtre. En effet, Gavin affirme que son beau-père avait une attirance malsaine pour lui, qu'il avait tendance à lui déchirer ses t-shirts pour le toucher, qu'il a également à plusieurs reprises tenté de lui imposer une fellation. Ça n'est jamais allé plus loin puisque Gavin dit qu'il s'est toujours défendu, qu'il a toujours réussi à y échapper, mais finalement il explique que le matin du drame, eh bien il a été encore plus loin en le menaçant d'une arme, en lui disant qu'il allait le tuer si Gavin ne lui faisait pas une fellation. Donc c'est ça finalement qui aurait déclenché le meurtre, selon Gavin. Le problème, c'est que Gavin dit avoir tout raconté à Rebecca, qu'elle était vraiment au courant de toutes les violences sexuelles qu'il a subies, mais Rebecca, elle, dit qu'il ne lui en a jamais parlé. Donc c'est quand même plutôt étrange. Ces tentatives de viol, selon Gavin, arrivaient en plus toujours quand il était seul avec son beau-père, quand Risa était hors de la maison avec les petits. Donc finalement, voilà, il n'y a aucun témoin et c'est de toute façon impossible à prouver. Je précise également que le témoignage de Gavin est plutôt incohérent à ce sujet puisqu'il change de version. Il commence par dire qu'il a effectivement été violé une fois par son beau-père, puis ensuite il change sa version en disant que non, les viols n'ont absolument jamais abouti. Donc on peut plutôt penser qu'il ment. On continue sur le mobile, puisque je vous ai parlé en long, en large et en travers de la relation de Gavin avec son beau-père. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a tué Risa, Gage et Jameson ? Eh bien, en ce qui concerne Risa, il explique qu'il en voulait énormément à sa mère de ne pas l'avoir défendu quand son beau-père le frappait et de lui avoir également fait subir des maltraitances, puisque sa mère le frappait également, même si c'était moins violent que son beau-père. Et elle l'a obligé, selon lui, à s'occuper de Jameson depuis sa naissance. Gage, quant à lui, a simplement eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il a débarqué dans la chambre. Gavin a eu l'impression qu'il n'avait pas le choix que de le tuer. Maintenant, le cas Gage, il est un peu flou, vous verrez qu'on va en reparler un petit peu après aussi. C'est un peu compliqué parce que Rebecca, elle, de son côté, elle dit que Gavin détestait son frère Gage, qui passait leur temps à se disputer, qu'il avait vraiment une mauvaise relation avec lui. Alors, est-ce que réellement c'est un concours de circonstances ou est-ce qu'il avait prévu de tuer Gage ? On ne sait pas. Et on termine par Jameson. Alors là, c'est vraiment le meurtre qui a choqué tout le monde et personne n'a compris. Jameson et Gavin étaient hyper fusionnels. Je vous ai déjà dit que Jameson l'appelait papa. Pour Jameson, c'était son père. Et puis Gavin, lui aussi, avait l'impression d'avoir comme un rôle de papa envers Jameson. Ils dormaient ensemble toutes les nuits depuis 3 ans. Enfin, c'était vraiment une relation extrêmement fusionnelle, extrêmement forte.
Mais ce que Gavin va expliquer, c'est que il a tué Jameson parce qu'il y aurait plus personne pour s'occuper de lui. Moi, je trouve ça étrange comme explication puisque Jameson a des grands-parents, des oncles et tantes, enfin, il a des gens qui peuvent s'occuper de lui. Donc c'est pas du tout une explication logique et vraiment, c'est le meurtre que personne n'a compris. En tout cas, il y a assez d'éléments pour inculper les 2 ados pour 4 meurtres au premier degré et ils sont envoyés dans une prison pour mineurs en attente de leur procès. On va commencer par Rebecca. Alors Rebecca a passé un marché avec la justice. Vous savez que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis. Elle a accepté en fait de tout avouer, de coopérer entièrement avec la justice et de témoigner contre Gavin lors de son procès. Et en échange, la justice a accepté de lui enlever la condamnation pour meurtre au premier degré et finalement uniquement de l'inculper pour complicité. Donc pour ça, Rebecca a pris 2 ans et demi de prison par meurtre. Donc ce sont des peines consécutives, ce qui nous fait un total de 10 ans. Rebecca pouvait déjà demander sa libération en 2023, mais à ma connaissance, elle est toujours incarcérée. Rebecca, lors de son procès et de son témoignage, avait l'air d'avoir énormément de remords. Elle pleurait énormément à tel point qu'elle avait du mal à parler. Elle avait préparé une lettre qu'elle a été incapable de lire. Elle a dû la donner à ses avocats pour qu'ils la lisent à sa place. Et ses avocats ont expliqué que c'était une fille très fragile qui était dans un moment très compliqué de sa vie puisqu'elle venait tout juste de perdre sa maman. Et ce qu'ils disent eux, c'est qu'elle a rencontré Gavin dans un moment de faiblesse et que Gavin en a profité, qu'il s'est servi d'elle et qu'il l'a entraînée dans son plan macabre. Bon, ce n'est pas du tout l'avis des procureurs et du juge qui eux sont persuadés que les 2 ados sont tout simplement 2 égoïstes qui ont décidé de tuer une famille de 4 personnes pour la simple et unique raison qu'ils voulaient pouvoir passer du temps ensemble. Gavin, quant à lui, a refusé de s'exprimer lors de son procès, donc toute sa défense est passée par ses avocats qui bien évidemment ont insisté sur le fait qu'il était victime de maltraitance et qu'il se trouvait dans une profonde détresse puisqu'il avait même fugué à plusieurs reprises. Ça, ce sont des éléments avérés, donc vraiment ils se sont appuyés là-dessus. Mais là encore, le juge n'est pas du tout d'accord avec cette version des faits puisque je vous rappelle que Gavin n'a pas seulement tué son beau-père et sa mère, mais également ses 2 petits frères qui n'avaient rien à voir là-dedans. Il est même retourné après les faits abattre Jameson de manière totalement gratuite et ça, il y a absolument aucune maltraitance au monde qui l'explique ou qui le justifie. Gavin a également présenté une absence totale de remords, même lors de son procès. Comme je vous ai dit, il a refusé de s'exprimer, il a juste dit à demi-mot qu'il regrettait son geste, mais il a absolument eu aucun mot d'excuse pour les proches à qui il a fait du mal, puisqu'il reste encore des grands-parents, des oncles et tantes. Il a eu absolument aucun mot d'explication, enfin vraiment, il a juste dit « ouais, je regrette mon geste ». Il n'a pas versé une seule larme lors du procès, il n'a pas montré d'émotion, même quand il y a les photos des corps qui ont été diffusées, il regardait de manière totalement neutre. Toutes les personnes qui ont pu voir Gavin après les meurtres, dont son agent de probation, ont dit qu'il montrait une absence totale vraiment de remords, qu'il blâmait les autres pour son geste. Il continue à dire que c'est la faute de Daniel, que finalement lui, s'il a agi, c'est vraiment la faute de son beau-père. Il a jamais assumé une quelconque responsabilité. Le juge a déclaré « Vous avez tué votre famille de sang-froid. Vous avez planifié le meurtre de votre famille des jours et des semaines en avance parce qu'égoïstement, vous vouliez passer du temps avec votre petite amie. Vous avez exécuté votre mère et votre beau-père en leur tirant une balle dans la tête alors qu'ils dormaient. Ensuite, vous avez exécuté vos 2 frères en leur tirant dans la tête. Le plus jeune d'entre eux était caché sous son lit. Nous pouvons dire que vos actions ont été purement diaboliques. Je trouve que vous n'avez aucun remords. » Le 17 janvier 2023, les jurés rendent leur verdict. Gavin est déclaré coupable de meurtre au premier degré en ce qui concerne Risa, Daniel et Jameson, et coupable de meurtre au second degré en ce qui concerne Gage. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait la façon dont ils ont réfléchi, c'est qu'ils se sont dit que pour Gage, il n'y avait absolument aucune certitude que Gavin prévoyait de le tuer. En fait, Gage a été tué parce qu'il est entré dans la chambre au mauvais moment, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'y a absolument aucune preuve
que Gavin planifiait de le tuer. Les jurés ont eu accès à tous les messages échangés entre Rebecca et Gavin. Malheureusement, nous, le public, on n'y a pas accès, donc je peux pas vous dire ce que contenaient ces messages, mais vraisemblablement, il n'était jamais fait mention dans ces messages de vouloir tuer Gage et Jameson. Donc, ils ont préféré lui accorder le bénéfice du doute et donc considérer le meurtre de Gage comme un meurtre au second degré, donc pas prémédité. Par contre, en ce qui concerne Risa, Daniel et Jameson, on voit clairement qu'il y avait une ferme intention de les tuer. Alors il faut savoir que Gavin, au moment du procès, était âgé de 18 ans. Mais au moment des meurtres, il était âgé de 16 ans et par conséquent, il a été jugé comme un mineur. Et dans l'état de la Virginie occidentale, c'est impossible pour un mineur d'être condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. On donne forcément le droit à un mineur de pouvoir, à un moment donné, demander sa libération. Donc Gavin a été condamné à la peine maximale possible, c'est-à-dire 3 peines de prison à vie pour les meurtres au premier degré. Il a été condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de Gage et à 10 ans de prison pour utilisation d'une arme à feu dans le but de commettre un crime. Et toutes ces peines-là sont consécutives. Donc logiquement, il ne devrait jamais sortir de prison, mais comme il est mineur, je vous rappelle qu'il pourra demander sa libération. Et il y a même une audience qui est automatique pour lui, donc dans 15 ans, pour déterminer si oui ou non il est prêt à sortir de prison. Les proches de la famille sont satisfaits en ce qui concerne la sanction de Gavin, puisqu'il a pris le maximum. En fait, il n'aurait pas pu prendre plus. Par contre, ils se sont montrés vraiment déçus de la sanction de Rebecca, puisque 10 ans de prison pour 4 meurtres, c'est plutôt faible. Et le papa de Risa a expliqué que ce qu'il lui reproche, c'est qu'elle aurait pu parler. Elle a eu 1 mois environ pour dire quelque chose à quelqu'un, à n'importe qui, pour dire « écoute, je suis inquiète, il parle de tuer sa famille », mais non seulement elle n'a rien dit, elle n'a rien fait pour l'en empêcher, mais en plus elle l'a encouragé. Je vous rappelle que juste avant qu'il commette les meurtres, Gavin se sentait pas très bien, il était un peu stressé, et elle lui a dit « vas-y, fais-le maintenant, il faut que t'y ailles, allez, sois courageux ». Enfin, elle l'a vraiment poussé à le faire. Et malgré tout, elle n'est accusée que de complicité, donc c'est assez faible, surtout qu'à la base, elle aurait dû être inculpée également pour les meurtres si elle n'avait pas passé de marché, et ça a été vraiment difficile à accepter pour la famille. Pour finir, je laisse la parole aux familles des victimes, et je commence avec le papa de Daniel, qui s'est exprimé lors du procès. Les parents de Daniel l'ont adopté à l'âge de 14 mois, et ils ont expliqué à quel point ils étaient tristes de devoir enterrer leur fils. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon existence serait autant bouleversée à ce stade de ma vie. Personne ne sait de quoi demain sera fait, et je n'aurais jamais pu imaginer ce qui se tramait et qui a mené à ces horribles meurtres. Je n'étais pas préparée à la peine et au désespoir que moi et ma famille ressentons depuis cet incident. Quand j'ai appris ce qu'il s'était passé, j'étais comme paralysée et j'essayais de comprendre comment quelqu'un pouvait avoir assez de haine en soi pour tuer 4 personnes de son propre sang de manière aussi violente et lâche, surtout en ce qui concerne Jameson, 3 ans, qui aimait Gavin de manière inconditionnelle. Le papa de Risa, lui, a perdu sa fille unique et donc également ses uniques petits-enfants. Il est également celui qui a découvert les corps, donc il a expliqué lors du procès qu'il faisait de terribles cauchemars toutes les nuits. Il est venu au procès avec des portraits de chaque victime et il les a placés devant Rebecca, puisque Rebecca ne les avait jamais rencontrés, donc il voulait comme ça qu'elle se rende compte de ce qu'elle avait fait. Les proches de Gavin ont dit qu'ils ne le considéraient plus comme un membre de leur famille, et que ça leur avait rajouté une douleur supplémentaire puisqu'il avait fallu faire le deuil de Gavin également. C'est tout pour cette histoire, je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.